Eh boy! On va mettre le générique démoniaque un peu de côté. On est dans un hors-série, après tout. Bon épisode! Bonjour tout le monde et bienvenue au premier hors-série des Berceuses occultes. Habituellement, on s'intéresse aux vieux grimoires occultes et leurs auteurs qui sont morts depuis un certain temps, mais dans les hors-séries, on voit un peu plus large et on s'intéresse à la littérature québécoise et leurs auteurs toujours en vie. Donc, pour le premier hors-série, on a la chance d'avoir avec nous Ghislain Tachereau pour nous parler, entre autres, de Hostie de Tabarnak, Preux Chevalier Francolle, un de mes livres préférés des dernières années. Alors, bonjour. Ben, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis content on puisse dire hostie de tabarnak tout en parlant de littérature. Oui, c'est un de mes... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est d'avoir dans ma collection de livres Hostie de Tabarnak qui se dresse fièrement. Je trouve que c'est juste par le titre, c'est merveilleux. Oui, ben c'est ça. Au début, j'avais dit à l'éditeur, on va mettre un bandeau, éditeur étant Robert Laffont. J'avais dit, on va mettre un bandeau sur lequel on va écrire après Cyrano de Bergerac, voici le chevalier Hostie de Tabarnak. Et lui, il a proposé de l'imprimer directement sur la couverture parce que semble-t-il que les libraires, souvent, ils se débarrassent des bandeaux ou ils les perdent ou ils les chiffonnent. Puis, Ouais. fait que, comme ça, au moins, ça donne le ton. Ça dit qu'on ne parle pas d'un juron, mais que le de tient pour une particule nobiliaire et qu'on a affaire à un noble. Ce qui est intéressant, je trouve, avec le livre, c'est que, outre le nom, et puis le fait qu'on utilise des jurons pour les noms, Les noms des chevaliers. les noms des chevaliers, justement, mais en arrière de tout ça, on a quand même une histoire chevaleresque Ouais. sérieuse, voire tragique. Oui, tragicomique, oui. Ouais. Puis c'est un mélange qui est vraiment intéressant parce qu'on a de l'humour, on a de l'absurde, on a aussi justement de la tragédie, puis le ton est sérieux. Fait que rapidement, le mélange, pour moi en tout cas, en tant que lecteur, quand j'ai commencé, je savais pas où est-ce que je m'en allais au début. Puis rapidement, on fait ah ben c'est juste ça marche, ça fonctionne. Fait que là, on embarque dans l'histoire, puis on oublie même les noms, puis le côté le côté des jurons Ouais. qui est Mais en mis de fait, l'avant. moi, quand j'ai pensé à écrire ça, j'avais la prétention qu'une fois terminé, le lecteur allait se dire « J'aimerais qu'on dise de moi, t'es un hostie de tabarnak » parce que ça voudrait dire « T'es brave, t'es loyal, t'es fier, tu favorises la connaissance, tu favorises le langage, le partage. » Donc, ça devenait une qualité, Une qualité, inouïe. ok. Ouais, c'est ça. Fait que ça deviendrait positif d'être un hostie Exactement. De tabarnak. de tabarnak. Puis un autre élément que je trouve intéressant aussi, c'est justement le langage qui est utilisé dans le livre. C'est quand même, on peut dire, c'est un peu un vieux français archaïque mélangé et puis québécisé. Oui. Puis ce qui est quand même, juste là, déjà, à mon avis, un gros travail Ouais, d'écriture. ouais, ouais. Ben, j'ai voulu. Moi, j'ai été marqué par les romans chevaleresques, mais jamais autant que par la série de Robert Merle. D'ailleurs, je le remercie à feu, Robert Merle. J'ai lu la saga de Fortune de France qui compte 13 tomes. Je l'ai lu 2 fois. J'ai lu les 13 tomes 2 fois. Et ça a été écrit dans le français de 1560 quelques. Puis, à la fin du premier tome, qui s'appelle Fortune de France, tu as un lexique. Okay. Et tu as à peu près, je sais pas, moins 150 mots là-dedans qui sont du vieux français dont tu apprends la signification, comme se ramentevoir, ça voulait dire se rappeler, se souvenir. Ouais, okay. La remembrance, on va dire ça, Remembrance Day. La remembrance, c'était la capacité de mémoriser. Ouais. Se navrer, c'était se blesser. Une navrure, c'était... Fait que j'ai emprunté un peu au vocabulaire de Robert Merle, dans lequel... Qui a lui-même pigé dans le lexique de l'époque. Et j'ai joué aussi avec les vieux mots qu'on utilise au Québec. Mettons la jarnigouenne, des trucs comme ça. Donc, j'ai utilisé ça, mais dans un contexte où les chevaliers peuvent glisser un mot comme jarnigouenne, justement, mais alors qu'ils parlent à l'imparfait du subjonctif. Donc, je trouvais que
sans jeu de mots, mais je trouvais que ça jurait avec le juron. Que de s'exprimer à l'imparfait du subjonctif et élégamment, tout en glissant des vieux mots québécois comme comme Jean Niguen. Puis, autre affaire aussi, ben, dans toutes tes œuvres, je trouve que c'est un des points qui me fait toujours rire, c'est les notes de bas de page. Une petite interruption ici pour vous donner justement quelques exemples des fameuses annotations dans les livres de Ghislain Tachereau. Commençons par un extrait d'Hostie de tabarnak, Preux Chevalier Francolle. Un coup d'œil de tabarnak aux deux tortionnaires suffit pour que le dauphin regrette son ignorance. Les chevaliers lui empoignent chacun une oreille et lui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une horloge. Note de bas de page. En vérité, le sens de torsion n'a aucune espèce d'importance. Il va de soi que, quel que soit le sens dans lequel on tord une oreille, ça fait mal, car c'est un organe ni vissable ni dévissable. Et maintenant, un extrait du premier Inspecteur Specteur. Specteur avait pris la lampe de poche d'un flic qui traînait à ses côtés. Il fouillait méticuleusement le fond de la boîte aux lettres. Note de bas de page. C'est le flic qui traînait, pas la lampe de poche. On retourne à l'épisode. J'aime ça dire au lecteur, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire ce roman-là. Il y a quelqu'un qui a écrit ce roman-là, puis c'est lui que vous lisez. Alors, j'avais marqué, mettons, un point d'exclamation, un point d'interrogation, un dièse, plein de symboles tout croche. Puis là, j'avais marqué, excusez-moi, mon chat vient de passer sur mon clavier. Puis là, à ce moment-là, je me dis, le lecteur qui est en train de lire ça, il va trouver ça drôle. Puis ça t'empêche pas d'avoir quelque chose de super dramatique dans le chapitre suivant ou dans la page suivante. Ouais. Malgré l'absurdité, je te dirais que la fin... on est autant ému, là. Oui, c'est la même chose, par exemple, avec sans donner de punch, mais à la fin de Les Dents de l'amour. Moi, je lis tout le temps au parc. Puis quand j'ai fini le livre, j'ai fait « Oh, ouais, c'est venu me chercher plus que ce que je pensais que ça le ferait. » Mais tu sais, le rire emprunte beaucoup, va beaucoup piger dans la pompe à émotion parce que ça te déstabilise, soit que tu mets des choses en opposition ou soit que tu as un élément surprise, tu as un élément auquel tu t'attendais pas, puis il va te surprendre, puis il va te faire rire. Il peut te déranger, pas nécessairement te faire rire, mais dépendamment de ce que tu veux faire, ça peut effectivement faire rire. Ouais. Puis dans Hostie de tabarnak, moi c'est sûr que c'est une allégorie de la chicane entre anglais puis français, ouais. mais c'est une allégorie. En fait, c'est une réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand tu as un oppresseur puis tu as un opprimé. Comment ça se passe de part et d'autre? Ouais. Pourquoi l'oppresseur est oppresseur? Puis comment est-ce que faut que tu te tiennes debout, même si toi, t'es envahi, même si c'est toi qui est opprimé? Comment est-ce qu'il faut que tu gardes la tête droite puis tu essaies de te libérer à tout prix parce que la liberté n'a pas de prix. Mm-hmm. Donc, je voulais jouer là-dessus. Fait que en fait, ça peut s'appliquer à tous les peuples qui sont opprimés, qui sont envahis, dont le territoire est envahi, qui sont dominés. Le dominant et le dominé, c'est deux pôles qui sont fort intéressants. Puis, ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était la raison pour... J'essaie de trouver la raison... Qu'est-ce qui fait que tu vas envahir un peuple? Tu vas détruire toute la culture autochtone, tu vas détruire tous les Mayas, tous les Aztèques, alors que tu aurais pu apprendre énormément, ne serait-ce que tout leur savoir au niveau des plantes, au niveau des valeurs curatives de tout ce qui les entourait. Ouais. Puis j'ai jamais compris pourquoi tu veux... Ces envahisseurs-là veulent les avoir et veulent pas les savoir. Ben oui, effectivement. Puis si ça me fait penser, justement, qu'à l'époque, là, je me rappelle pas exactement c'est qui, mais parmi les colons, ben, on a attrapé le scorbut, puis on était comme pas mal, on serait mort. Ben oui. Puis si c'était pas, justement, des Autochtones qui nous ont montré comment pouvoir nous adapter, ben, on n'aurait pas... juste passer à travers l'hiver. C'est ça, on ne l'aurait pas fait. Puis,
on n'a pas appris de tout ça. Ouais. Je veux dire. Ben, tu vois, pour Hostie Tabarnak, j'avais lu beaucoup Relations des Jésuites. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Relations dans le sens de relater. OK. C'est 6 volumes que les Jésuites ont écrits. Le premier est en 1620 ou 1600, en tout cas. Puis c'est des Jésuites qui côtoient les Autochtones, puis ils parlent de ce qu'ils vivent à leur côté. Et en lisant là-dessus, j'ai appris des choses là, comme certains Autochtones, certaines tribus, après une douzaine d'années, ils pouvaient déterrer un mort, puis déterrer, là, il reste juste le squelette, là, puis ils pouvaient le prendre, puis ils le prennent dans leurs bras, ils le bercent, puis après ça, ils l'enterrent de nouveau. Tu sais, j'ai appris plein d'affaires de même. J'ai appris un des Jésuites qui suivait, un moment donné, il était 18 ou 19 Autochtones, il les a suivis pendant tout l'hiver. Puis quand il arrivait le soir, puis il devait dormir, il montait un campement de même. Puis là, c'était pas très haut. Il y avait un feu là-dedans, fait que tout le monde était couché parce que sinon, il y avait la tête dans le boucan. Puis là, ben, si tes pieds étaient près du feu, tu brûles. T'avais chaud aux pieds, mais t'avais froid à la tête. Fait qu'il se tournait à tout bout de champ. Puis là, le jésuite, étant jésuite, lui, ça le comment dire, j'ai juste insulté, mais ça le mettait mal à l'aise parce qu'ils entendaient jouer aux fesses tout autour de lui, là, tu sais. Puis, la manée, il voyait un orignal, il abattait l'orignal parce qu'il pouvait passer 3, 4, 5 jours sans manger une seule bouchée. Puis le jésuite les décrit, il dit, ils se plaignent jamais, ils rient tout le temps, ils sont toujours en blague. Là, il pogne un orignal, il le tue, il le bouffe au complet. Puis là, le jésuite dit, pourquoi vous en gardez pas un peu? Je dis, comment en garder un peu? Ben, il dit, pour demain, après-demain. Ah, là, ils trouvent ça drôle, eux autres, demain, après-demain. C'est comme juste pas un... Ça n'a aucun sens, tu sais. Et là, il y a un des membres de la gang, à un moment donné, qui est plus capable de suivre. Il est vraiment... il est je sais pas s'il y a une jambe cassée ou je sais pas quoi, ou s'il est juste trop vieux, ou c'est une femme est trop vieille, en tout cas. Fait qu'il l'achève, puis là, le jésuite est outré de ça, puis il dit, ça n'a pas de sens. Il dit, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça, vous autres? Puis il dit, ben oui, si je retarde tout le monde, puis que je suis en train de mourir, je veux pas qu'on me laisse souffrir, je veux qu'on m'abatte sans tarder, tu sais. Donc, il y a plein de choses de même que j'ai appris pour justement... donner une espèce de trait de personnalité à la tribu autochtone qui est... Parce que, en fait, j'invente un Moyen-Âge dans Hostie Tabarnak, puis dans le Moyen-Âge, il n'y en avait pas d'Autochtones, c'était en Europe. Les romans chevaleresques, c'était toujours... Mais là, moi, j'ai incorporé, j'ai ajouté ça. Les Autochtones sont des amis du chevalier Hostie Tabarnak et des autres chevaliers. Donc, c'est ça. C'est un très, très bel exercice. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire ça. Puis, justement, c'était d'où est partie l'idée, first, premièrement, d'utiliser les jurons pour les noms, mais aussi, c'est d'où l'idée même a germé de faire ça. C'était sur ton appréciation, justement, des livres dans le style chevaleresque. Oui, mais surtout, l'élément déclencheur, c'est que je trouvais qu'au Québec, de plus en plus, les gens vont au lieu d'utiliser nos beaux jurons, ils vont dire « Je suis fucking fatigué, il est fucking tard, j'ai fucking mal à la tête. » Alors, on a des milliers de jurons, puis ils utilisent un juron qui n'est même pas dans leur langue en plus. Fait que ça me désolait beaucoup. Puis là, un moment donné, je me suis dit, en plus, nos jurons sont nobles. Il y a un de, il y a la particule nobiliaire, hostie de tabarnak. Fait qu'on devrait être fiers de nos jurons. Puis là, je me suis dit, hey, je devrais faire un roman où c'est un noble qui s'appelle Hostie tabarnak. Et là, je me suis dit, hey, avec tous les romans chevaleresques que j'ai lus, avec ce genre de ton-là, je devrais faire quelque chose avec... donc, est née l'idée des unifoles, de l'unifolie qui envahissent les francoles de la francolie. Puis là, avec le roi Florent de Lys chez les francoles, là, je me suis dit, les gens vont faire le lien. Puis ils vont s'amuser, puis en même temps, il y a une intrigue, il y a une véritable intrigue. Tu sais, je dévoilerai pas ce qui se passe, mais tu sais, la façon avec laquelle ils réussissent à
attaquer sans être sur place les unifolks qui sont dans la capitale, qui sont dans le château de Florent de Lys. J'étais très content de ma trouvaille là, avec avec ce qu'on sait que je dirais pas. Je ne la révélerai pas non plus. Mais, non, j'étais très content. Donc, c'est comme ça que c'est né. Puis, quand j'ai commencé à l'écrire, là, je me suis dit, oui, je vais lui donner un ton chevaleresque, mais mon narrateur, il va être au présent. Parce qu'au passé simple, ça aurait trop alourdi toute la patente. Déjà que même si c'est à la blague, là, que les chevaliers parlent à l'imparfait du subjonctif, déjà, ils ne parlent pas tout le temps d'ailleurs, c'est à quelques petites reprises, mais déjà, le langage est plus soutenu des chevaliers. Donc, je me suis dit, en ayant un narrateur au présent, ça va être plus dynamique. Et ce que j'aimais aussi, par-dessus tout, c'est le fait que j'avais pas le choix d'écrire à une histoire qui se déroule à vitesse d'homme, parce qu'il n'y a pas de char, il n'y a pas de fusil. Je le dis là-dedans, l'arme des lâches venait à peine d'apparaître, c'était l'arbalète. Parce que tuer quelqu'un en le transperçant de son épée, c'est une chose, mais quand tu es à 100 pieds de la personne puis tu lui lances une flèche... C'est ça, il n'y a pas le même impact. Il n'y a pas grand bravoure là-dedans. Là, tu peux être caché en arrière d'un arbre. Puis, il y avait tout ça aussi. Le fait d'être obligé de faire progresser l'histoire à vitesse d'homme, puis de respecter les distances. Je parle en lieu là-dedans, là, comme à l'époque, là, mais tu as des distances à respecter. Si tu es obligé d'arrêter de dormir quelque part, tu arrêtes de dormir dans le bois. Puis ça se peut que sur la route ou même en plein milieu de la forêt, que tu te fasses attaquer par des brigands parce que... C'était comme ça. C'était comme ça. C'était ça la réalité. Mais je trouvais ça intéressant aussi d'avoir... de faire un... Comment dire? De respecter un peu ce qui se faisait dans les mariages arrangés au Moyen Âge. C'est-à-dire que tu maries... C'est comme là, le roi de l'Unifol, il a marié une Francole parce que pour tisser pour instaurer ou installer une certaine fraternité entre les peuples, dire on s'attaquera pas, mais en fait, ils s'attaquent malgré tout. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a rien qui se fait sans qu'il y ait des blessures. Tu sais, quand tu regagnes la capitale, ça se fait pas sans qu'il y ait eu des pertes, sans qu'il y ait eu des... Puis aussi, ce que je trouvais bien important là-dedans, c'est de montrer que la traîtrise, elle vient souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, de ton propre frère. Tu sais, c'est pas... un étranger là, qui a essayé de nous lessiver. C'est Jean Chrétien qui a fait le plus de mal au Québec. Là. C'est quand même pas... il vient pas c'est un gars de Shawinigan. Là, donc, je voulais montrer ça aussi là-dedans. Puis j'aimais beaucoup que chacun des 6 chevaliers ait sa particularité, tu sais. Puis, anecdote pour... Il y a un personnage qui s'appelle Hostie de Pissou dans ce roman-là, qui est pas homophobe, mais qui comprend pas trop c'est quoi les affaires d'homosexuels, il comprend pas trop. Puis, celui qui est homosexuel, Hostie de Toff, si ma mémoire est bonne, c'est Hostie de Toff, en tout cas. Au début, Hostie de Pissou, qui était un peu... qui remet en question l'homosexualité de Hostie de Toff. Au début, je l'avais appelé Hostie de Fif. P-H-Y-F-E. Puis l'éditeur, il m'a dit... Ouais, ça, il était pas sûr. Mais je trouvais ça bon parce que il s'appelle Hostie de Fif, puis c'est lui qui est homophobe. Tu comprends? Puis, je trouvais que c'était drôle que celui qui porte le nom de Steve, c'est lui qui comprend rien à l'homosexualité, là, tu sais. Donc, en tout cas. D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que c'est dur à vendre à un éditeur le concept puis juste le titre, ou c'était comme déjà... Non, ça a été... ça, j'avoue, là, parce que Robert Laffont, c'est quand même un éditeur français prestigieux, là.
J'avoue que j'ai eu une réception tout à fait extraordinaire. Oui, OK. Oui. Ils m'ont donné une feuille de notes du comité de lecture, là. Ouais. C'était vraiment des pécadilles, là. OK, C'était il n'y a vraiment pas grand-chose. Non. Puis... Tu sais, les Autochtones là-dedans, là, je les appelle les indigènes, je pense. Je les appelais les sauvages, avec un OK. S majuscule. Puis je disais sauvage avec un S majuscule, c'est qui est en lien avec la nature. Sauvage avec un... je disais comme, par exemple, ce sauvage coupe du bois. Là, tu avais avec un S majuscule. Puis ce sauvage coupe du bois en nom de famille, Monsieur Dubois. Ben là, c'était un S minuscule. OK, c'était un esti de sauvage, tu comprends? Je comprends. Puis là, j'ai contacté Michel Jean, j'ai contacté Isabelle Picard. Je leur ai dit, je leur ai donné le contexte, puis tout ça. Puis ils m'ont dit, c'est délicat, tu sais. Puis moi, c'était pas pour niaiser les Autochtones ou pour les dénigrer. Au contraire, je trouvais que l'appellation sauvage avec un S majuscule, ça voulait dire que tu partages l'environnement sauvage dans lequel tu habites, puis à la limite, tu le maîtrises aussi, tu sais. Ouais. Ben, ça aussi, c'est une façon, si on veut, comme les sacs, ça aurait été une façon de rendre le mot positif. Oui, noble. exactement. Puis pour moi, c'est positif. Avec un S majuscule, toujours. Tu sais, moi, je me disais, les critiques vont dire « Hey, Robert Laffont a publié un roman dont le titre est Hostie de tabarnak. Il doit y avoir quelque chose là-dessous. » Tu sais? Oui. Puis finalement, à part Dominique Tardif, qui était à la presse dans le temps, non, qui était au Devoir, à part lui, il n'y a personne qui tu sais, dans les salons du livre, bon, j'ai fait des entrevues puis tout ça, mais il n'y a pas eu de couverture réelle. Pas tant, OK. Puis il est sorti en octobre 2019 ici, puis il est sorti en février 2020 en France, mais 2 semaines avant la pandémie. Fait que, ça a il y a été... eu des sujets qui ont capté l'attention des médias un peu plus à ce parce moment-là. que moi, je voulais engager une attachée de presse en France pour faire la promotion, tout ça. Puis on avait trouvé quelqu'un, puis la fille, elle nous a dit, vous me donneriez 10 000 €, je pourrais rien faire. Tout est fermé, tu sais. Oui, OK. Ouais. Puis justement, ce livre-là, il a été publié en France. Puis est-ce qu'il y a eu des changements sur le livre ou c'est la même chose? Non, parce que c'est un ton. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas... il y a le travail sur le langage avec les mots. J'ai un petit lexique aussi à la fin parce que, tu vois, j'ai fait un peu comme dans Fortune de France, quand une garce, c'est pas péjoratif, c'est le féminin d'un gars. Mais si je l'avais pas mis dans le lexique, je l'ai mis, je pense, en note. Même en note, si je l'avais pas mis, tu sais, comme une navrure, une blessure, une navrure, je l'ai mis aussi dans les notes de bas de page pour que le lecteur soit obligé d'aller à la fin. Puis pour qu'il sache que je suis pas en train de traiter le personnage de garce. Le narrateur est pas en train de le traiter de garce, mais c'est bien l'appellation de l'époque qui voulait ça. Là. Je pense justement, quand il y a eu des mots que j'ai fait, je me demande si c'était tout le temps en note. Ben oui. Il y avait une précision. C'est bien parce que en même temps, c'est sûr, moi, je prendrais mon cellulaire puis j'irais checker puis je ferais « Ah, OK. » Ben oui. Mais ça l'évite la majorité des gens font pas l'effort d'aller... Ils vont pas, ils continuent. Ben non, c'est ça. Puis à un moment donné, ils vont déduire. Là, tu sais, comme dans les salons du livre, quand on parle de ça, de l'imparfait du subjonctif, je dis... Tu sais, si tu dis il eût fallu que je parlasse, ben tu vas savoir que c'est le verbe parler, là. Même si tu ne saurais pas le conjuguer, tu vas savoir que c'est pas le verbe manger. Non, c'est ça. Tu peux guesser. C'est ça. Ouais. Puis justement, il y a un autre aspect au roman. C'est le livre audio que tu as fait la narration, justement. Puis le livre, je l'ai lu. Puis après, j'ai écouté le livre, puis j'ai écouté le sur Audible, la version audio. Puis je trouvais que c'était une expérience quand même intéressante de revoir, juste parce que c'est toi qui fais la narration. Ben oui. Puis je pense qu'il ne peut pas avoir une meilleure personne pour parler l'unifol que toi. Oui, c'est ça. Ben, juste pour préciser, c'est que l'unifol, en fait, c'est le langage, quand les unifoles qui représentent les Anglais, quand ils parlent, je mets des W, des O, des N, des wing, tu sais, parce que
le narrateur se met dans la peau des personnages qui ne comprennent pas la langue. Donc, j'ai voulu mettre un charabia. Non, effectivement. Mais c'est quand même un exercice à faire aussi, là, 25 heures d'enregistrement. C'était ma question suivante, parce que c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 11 heures, le livre. Oui, ouais. 11 heures, ça doit être beaucoup de travail. Oui, tu sais, moi, je suis habitué de faire de la lecture à première vue. Ouais. Puis ça, étant donné que je l'ai écrit, c'est juste que des fois, avec l'ingénieur de son, je me disais, j'aurais dû lui dire, mets-moi une note sur ce personnage-là parce que je veux voir quel ton j'y ai donné 150 pages avant. Tu comprends? Oui, je comprends. Là, Mané, j'ai dit non. Puis là, je me suis dit, la personne qui écoute ça, elle se rendra pas compte que le ton est un peu différent. Ouais, non, je comprends. Tu ne changes pas de ton d'un personnage qui revient très, très, très souvent. Non, c'est ça. Un personnage qui est là au début puis il est là à la fin. Là. Puis exemple, l'ingénieur de son en question, celui qui a été là le plus souvent quand j'ai enregistré, il dit « Chris, ça me donne le goût de le lire. » Fait que là, j'ai dit « c'est le fun, tu sais. » Ça veut dire que ça voulait dire que je rendais bien la chose. Oui. Puis d'ailleurs, ça me fait penser... quand tu as refait la narration, ça faisait-tu longtemps que tu l'avais écrit? Quand j'ai fait la narration, je pense que ça faisait... tu sais, déjà, quand le livre sort, déjà, ça fait 8-9 mois que tu as fini, tout le travail est fait dessus. Ça veut dire que ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis moi, j'oublie vite. J'oublie très, très vite. Fait que je me relis, puis je dis, oui, c'est vrai, j'avais dit ça, tu sais, puis... Des fois, je me fais rire parce que je me dis... c'est vraiment une belle trouvaille, tu sais. J'oublie que j'ai fait ça. Fait que... En même temps, c'est une bonne chose que j'oublie vite parce que, comme là, tu vois, je viens de finir un nouveau roman pour l'an prochain, pour ma série Hilaire Coquin. Là. Ouais. Puis, ça faisait 2 mois que je ne m'étais pas lu, puis je me suis relu, puis là, il y a plein d'affaires qui me sautaient au visage, là. Donc, c'est une bonne affaire parce que j'ai l'impression de lire le livre de quelqu'un d'autre. Vu que c'est à moi, je dis, OK, ça, je vais changer ça. Tu le vois avec un œil nouveau. Oui, exactement. Ouais. Puis tu peux encore le changer à ce moment-là. Exactement, c'est à toi. C'est ça. Mais moi, je comprends ça parce que, comme par exemple, ma série Leonardo, c'était 5 romans. J'avais, avec l'éditeur, j'avais signé pour les 5. J'ai écrit les 3 premiers. Ils sont sortis, puis après, j'ai écrit le 4 puis le 5. Okay. Mais quand le 1, le 2 puis le 3 sont sortis, ça faisait déjà genre 2 ans que je les avais écrits. C'était déjà rendu loin pour moi. Fait que tu sais, je peux comprendre justement, mais la question qui me vient, c'est quand tu le relis après à peu près, je sais pas, on va dire 2 ans, est-ce que quand tu le relis, tu auras envie encore de le changer? Non. Non? Okay. Non, absolument pas. Absolument pas. Okay. Non, moi, quand je le lâche, là, quand je lâche un roman, là... C'est fait, c'est ça. Je te dirais, ça m'est arrivé une fois avec l'inspecteur Specteur parce que c'était mon premier roman. Ouais. Puis quand je me suis relu pour... on avait mis les 3 enquêtes en un seul roman, là. Ouais. Quand je me suis relu, j'ai vu une petite erreur niaiseuse, là. Puis après ça, il y a des petites tournures de phrases que j'ai changées. Puis ce que je te dirais, ce qui est drôle, c'est que des fois, je pense à ça à cause de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est qu'il y a des romans comme Spectre ou même Tag ou Étoile tombante que j'ai écrit au passé simple puis que je mettrais au présent. Ah oui? Ouais, okay. Que je mettrais ça dans le chat GPT puis je dirais, sac-moi ça au présent. Puis avec les concordances, là, parce que je pense que l'intelligence artificielle serait capable de faire ça. Là. Je crois que oui. Ouais. Puis là, je me dis, ça vaut-tu la peine, tu sais. Fait que là, je vis avec, là, tu sais. Comme Patrick Sénécal, c'était un bon chum, Patrick, qui me disait dans Les 7 jours du Talion, il y a un truc médical qui fait en sorte que il injecte quelque chose au personnage qui torture, puis il dit, normalement, ça aurait pris un respirateur artificiel parce que sinon, ces fonctions-là se seraient arrêtées aussi. Okay.
Puis là, Patrick, il dit, hein, le médecin, il dit ça, puis il dit que le médecin, il dit qu'il a trippé comme un cochon sur son livre, Sur mais ça. il donne cette Cet précision-là. Peut-être que je me trompe dans la précision, mais c'est quelque chose Ouais, du genre. OK. Puis là, Patrick, il dit, mais là, il dit, j'irai pas changer ça dans le livre, si j'irai pas. Il dit, j'ai fait, j'assume cette erreur-là, ouais. puis c'est tout. Puis en plus, il y a quelqu'un qui vérifie puis qui contre-vérifie, c'est bien Patrick. Là, tu sais. OK. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que la perfection, on peut pas l'atteindre jamais, là, non, c'est ça. mais moi, j'aurais tendance, souvent, mais un peu moins pire maintenant, mais surtout avec justement mes premiers romans, quand j'y relis, ben, je vais faire comme, OK, ouais, j'aurais peut-être changé la disposition des mots. Ah ouais, OK. Mais Non. c'est ça, mais c'est surtout que là, toi, c'est de revoir le livre en entier, il faut que tu le lis au complet. tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que- Puis quand mon premier jet, quand j'écris, mon premier jet, il est déjà pas pire proche OK. d'une version finale. Ça va être factuel, les changements, beaucoup plus OK, je comprends. que littéraire. Ouais. Tu sais, je vais dire, OK, ça marche pas, le gars, il a pas ses clés dans les poches, puis il a échappé ses clés plus tôt, puis là, il est en train de débarrer sa porte. Ça va être des affaires de même, ou des affaires plus de motivation. Tu sais, je vais dire, asti, ça, c'est pas crédible. Pourquoi il fait ça, lui? C'est quoi, qu'est-ce qu'il a à gagner là-dedans? Donc, c'est plus ça, parce qu'au niveau du langage, mettons que j'ai écrit, tu sais, je me donne toujours une discipline de 1000 mots par jour, là. Ouais. Puis souvent, je vais prendre un 35 jours là, en ligne. Je vais écrire 10, 12, 15 heures par jour. Je vais faire que ça pendant 30-35 jours. Puis là, ça déboule dans ma tête en esti. Fait que je pars de 1000 mots par jour. Puis mon dernier, là, j'ai fini, j'avais fait 3009 dans une journée. 3900 mots. OK. Fait que, C'est une bonne journée, ça, quand même. c'est de la viande en sacrifice. Mais tu sais, donc, le lendemain d'une journée comme ça, avant de commencer à travailler, je vais relire ce que j'ai fait la veille. OK. Déjà, j'ai des bons ajustements qui se font. Ton cerveau travaille à ton insu. Je me couche le soir, puis Ça continue à travailler. oui, vu que je fais juste ça pendant 35 jours, puis veux pas, au bout de 35 jours, à 1000 mots par jour, tu as au moins 35 000 mots. Ouais. Puis là, que les journées où je fais 2000 mots, ben là, à partir de 10-12 jours, là, je tombe dans le 2000 mots facile, 1500, 2000, 2005. OK. Fait que veux pas, tu vois, le dernier, là, je suis rendu à 52 000 mots. Fait que c'est juste une logique pour le nombre de jours que j'ai passé dessus. Là. OK. Fait que dans le fond, tu le retravailles pendant ton écriture, tu vas Ouais. reculer en arrière, Ouais. tu vas retravailler. Mais ça, justement, c'est un peu, moi, je le vois un peu comme, ben pour moi, je fais un peu de peinture, mais je le vois un peu comme une toile où que, Oui. ben, tu sais, je travaille sur mon visage, après, je vais aller travailler sur mes détails, je vais retravailler cette partie-là, puis, Ouais. fait que, tu sais, c'est un Ouais. peu le même principe, je vais faire, là, je peux aller retravailler mon chapitre d'avant, il y a Ouais. quelque chose que je peux changer. Non, absolument. Patrick Sénécal, il dit, il y a une belle image pour ça. Il dit, ma maison est construite, là. Il dit, là, on va mettre une lampe, là. On va mettre, tu sais. OK, ouais. Puis ça, c'est le fun parce que c'est à toi. C'est jouissif, cette portion-là, parce que tu dis, non, ça, moi, j'appelle ça des échardes. Non, j'accroche toujours là. Si, il y a quelque chose là. Fait que là, t'es obstiné, tu l'aimes, ce gag-là, mais il marche pas. Ou tu l'aimes, cette tournure-là, mais ça marche pas. Ça nous fait penser à telle autre affaire, donc ça nous mêle. Là, je suis obligé de faire des deuils. Puis là, ben, je me dis, comme je disais tantôt, ton cerveau fonctionne à ton insu. Ouais. Donc, des fois, durant la nuit, j'ai des révélations. Puis Puis, je me lève carrément, des fois, le 3 t'en heures vas du écrire. matin, je m'en vais écrire. Puis après 2 heures d'écriture, 2 heures et demie, là, je pogne un coup de barre, je m'en vais me coucher. C'est vraiment trippant, là. Tu sais, c'est comme si tu faisais de la musculation avec ton cerveau, là, quand tu fais juste ça pendant 30-35 jours, là. C'est Ouais. vraiment jouissif. C'est là que tu vois que ton cerveau, c'est ton meilleur ami. Puis ça peut être ton pire ennemi aussi si tu le laisses paresser trop longtemps. là. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, c'est ça, dans le fond, une bonne discipline, à ce que je comprends. Tu t'écris quand Ouais. même non-stop jusqu'à temps que tu finisses à Oui. 1000 mots par jour à peu près. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu te fais des plans avant? Est-ce Non, que tu... je suis Ah, pas non, ok, capable. ok. Je suis incapable. Ah ouais. J'ai essayé. À un moment donné, je sais pas pour quel livre c'était, mais j'ai commencé à faire un plan. Puis là, quand j'écrivais, j'arrive à l'étape où je me disais, le personnage, il va faire ça. Puis je me disais,
Mais il peut pas faire ça. C'est pas avec ce qui vient de se passer là. OK, ouais. C'est comme si je me rendais compte de l'impossibilité de mon plan au fur et à mesure que j'avançais. Fait que, donc, je suis pas capable de faire de plan. Et malgré tout ça, tu vois, il y a des... Dans 3 romans, dans lesquels j'ai fait aucun plan sur aucun de mes romans. Dans 3 romans, il y a des personnages que j'ai rajoutés à la sauvette de même, OK. parce qu'ils étaient utiles à l'histoire puis qui sont devenus les personnages les plus importants dans l'histoire. Là, tu vois celui qui perd son jumeau, je me rappelle plus son Flagos. Flagos, il devient un élément super important. Puis au début, c'était juste un truand comme ça qui servait à... Oui, parce qu'au final, il est très utile. Il est très utile. Dans Les Dents de l'amour, le jésuite, Dracula, j'étais en train d'écrire ça. J'étais avec Patrick, d'ailleurs. Patrick avait loué un chalet, puis il m'avait invité. Fait que des fois, on s'installait ensemble, puis on écrivait. Puis j'étais en train d'écrire ça. Puis à un moment donné, je me rappelle, Patrick, il regarde mon ordinateur, il voit mes noms de personnages. Draculotte, Dracontour. Christ est épais. Fait que là, je pense à Dracula. Là, je me suis dit, c'est trop bon comme nom. Faut que je le mette quelque part. Puis Chris, il devient un élément super important à la fin. Ouais. Dans Tag, c'est un tueur à gages. Tag pour tueur à gages. Il prend des contrats, il laisse traîner ses cartes d'affaires dans des endroits luxueux, des casinos, restaurants chics et tout ça. Puis c'est comme ça qu'il décroche ses contrats. Puis à un moment donné, il y a un personnage... qui est une femme richissime, assez riche. Puis elle quitte son mari, puis je veux qu'elle trouve quelqu'un pour... je cherche quelqu'un de qui elle pourrait tomber amoureuse. Puis là, je me dis, bon, ça ne sera pas un riche, certain. Ça peut être un riche, mais c'est pas pour l'argent qu'elle tromperait son mari ou qu'elle partirait avec quelqu'un, parce que vraiment, il y aurait quelque chose de profond. Fait que finalement, j'ai créé un personnage qui vit sans argent, qui a pris la décision de vivre sans le sou. Fait que lui, il va chez des gens puis il dit si vous avez des travaux à faire, moi, je vous demande juste un lit puis de la nourriture. Puis vous êtes tanné de me voir, vous me le dites, je m'en vais. Vous voulez... Si moi, je suis tanné, moi, je m'en vais, puis pas pires amis. Fait qu'elle tombe amoureuse de ce gars-là, puis ça devient un personnage hyper important à la fin du roman. Puis lui, à la base, il n'était pas là au début. Non, puis j'ai aucune idée pourquoi. Je me laisse entraîner par tout ce qui arrive, puis je me dis, ouais, il pourrait se passer ça. Ce que je fais, c'est que quand j'ai fini un chapitre, j'écris un petit résumé de 3 ou 4 lignes, 5 lignes, il arrive telle affaire. Okay. Puis quand je suis rendu à 10, 12 chapitres, avant de continuer, je lis mes chapitres, puis je dis, OK, je vais m'en aller là. Après, mettons, là, je lis toute la succession de mes chapitres. Si, je vais faire apparaître ça, tu sais. Puis je construis au fur et à mesure, puis jusqu'à maintenant, ça m'a servi. Ça t'a servi, parce que... Mais c'est intéressant. Puis en plus, c'est ça, dans la structure générale, c'est bien monté et tout, fait que c'est là que, justement, je pense que c'est d'une personne à l'autre, le plan ou pas de plan. Il y a des gens... Ouais, puis moi, j'appelle ça... ma blonde, elle écrit aussi, puis des fois, quand on se lit l'un l'autre pour se donner des avis, puis des fois, quand je trouve que je dis, il y a une marche d'escalier, là. Je passe de ça à ça. C'est trop abrupt, là. Il y a quelque chose, il manque quelque chose, là, tu sais. Fait que là, on fait des blagues avec ça. J'ai dit, il y a des marches d'escalier, tu sais. Donc, moi, j'essaie d'écrire quelque chose que j'aurais aimé avoir acheté. Okay. Serais-tu content d'avoir payé pour ça ou je serais en maudit parce que je me dirais, j'ai payé 25$ pour cette cochonnerie-là, tu sais. Puis, non, je comprends. Fait que j'essaie d'écrire ce que j'aime lire aussi, tu sais. Le style que j'aime lire. Y a-tu des styles que tu lis présentement? Présentement, moi, je lis souvent, j'alterne entre un classique puis un québécois ou un contemporain. Là, tu vois, j'ai lu récemment, Guillaume Morissette, que j'avais jamais lu. J'ai lu Le Grand Manège, que j'ai bien aimé. J'ai lu Marcel de Steve Laflamme, juste avant. J'ai lu Annie Perrault, ça s'appelle La femme d'une ville aux États-Unis, je me rappelle plus, en Italie. Je me rappelle plus du titre précis. Puis j'ai lu... là, tu vois, je suis en train de lire Une chambre à soie. J'ai commencé cette nuit Une chambre à soie de Virginia Woolf. Okay. Fait que je lis vraiment toutes sortes de trucs.
Si j'accroche pas, je me torture plus. Là. OK, Tu sais, je me dis, il y a tellement de livres à lire que... Ben, Fait que ouais. j'aime bien sauter d'un classique. J'aime beaucoup aussi des trucs un peu philosophiques. Irvin Yalom, ça dit quelque chose? Non, Il a écrit non. sur Spinoza, sur Nietzsche, et Nietzsche a pleuré. Le problème Spinoza... euh, il te fait découvrir les fondements de ces philosophes-là à travers une fiction. Puis OK. c'est vraiment très, très bon. Euh, des fois, Michel Onfray, j'aime beaucoup ce philosophe-là. Donc, OK. tu vois, là, je veux lire Anima, qui est son dernier essai. Là. Fait que c'est ça, j'ai pas C'est- de... Ouais, C'est varié. Ouais, c'est ça, c'est très varié. Je ne suis pas un grand lecteur de romans policiers. OK. Tu sais, je sais bien qu'il y a des excellents romans policiers, mais il y a toujours une structure, quelqu'un qui est mort, puis là, ben, tu as des indices, puis là, ben, Ouais, non, tu sais, ça me tente pas de toujours retomber dans la même forme, là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est assez varié. On peut parler justement de ta nouvelle maison d'édition Oui. que tu as fondée pendant la pandémie, c'est Oui, ça? début 2020, hein, au début de la pandémie, 2020. Un peu à cause de la pandémie, j'imagine? Ben oui, j'étais en train d'écrire un roman noir. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette. Puis je trouvais que le nuage était déjà assez opaque au-dessus de nos têtes. Fait que Ouais. là, j'ai pensé à cette collection-là. J'ai pensé à l'idée des Dents de l'amour. Puis la collection qui s'appelle Hilaire Coquin. Au début, je voulais l'appeler Hilaire Lequin. Parce Ouais. que je me moque des romans d'amour, mais il y a un avocat qui m'a dit si tu fais ça, ils Ouais. vont te demander de retirer tes livres, puis tout ce que tu as revendu, tu vas être obligé de leur repayer. Mais tu vois, ça, c'est une affaire parce que quand tu m'en avais parlé, puis j'avais fait, mais Harlequin, c'est un style, mais Harlequin, c'est une maison. C'est ça le problème. Ben oui, Puis moi, là, j'ai fait, mais là, c'est ça. Moi, j'ai eu tout le temps tendance à dire, un livre Harlequin. Ah, C'est non, un non. peu comme les Kleenex pour les mouchoirs. Non, non, Puis non, c'est mais un... non, c'est ça, c'est une Oui. maison d'édition. Fait que c'est comme ça, c'est dangereux de Ben, c'était prendre leur trop nom. proche. Tu sais, Ouais. l'appellation était excellente, là. Je ne veux pas me vanter, mais Ouais, Hilaire mais- Lequin, ça disait ce que ça avait à dire, là. Ouais. Mais sauf que, tu sais, je me disais, je ne commencerai pas à me faire à être obligé de retirer mes livres des tablettes parce que j'ai utilisé un nom qui est trop Ouais, proche. ouais. Puis en même temps, je les comprendrais de s'offusquer. Tu sais, eux autres, c'est leur gagne-pain, puis... même si des fois, je les trouve plus drôles que moi, là, mais... Ouais, mais ça reste de la parodie, mais je comprends le risque aussi, vu que c'est le nom de la série en tant Oui, que c'est tel. ça. Ben, il paraît qu'ils ont déposé des noms qui sont sont proches de leur OK. nom à eux, puis ils ont déposé des variantes, 150 variantes, je pense que ouais, l'avocat OK. m'avait dit. Puis, je trouvais que ça valait pas la peine de risquer de se mettre dans le trouble. Ouais. Puis aussi, je me rends compte aussi en écrivant, c'est que je revisite aussi des personnages célèbres, ce qu'ils font pas eux autres. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai fait Dracula, Tarzan, Frankenstein, l'incroyable Kull au lieu de l'incroyable Hulk. Ouais. Puis là, le 18 octobre prochain, je sors La physique de l'amour avec Suprom au lieu de Superman. OK, ouais. Fait que, eux autres, ils font pas ça, ils vont pas jouer dans ces plates-bandes-là. Là. Puis là, j'ai fini, celui que je suis en train de relire, c'est le docteur, c'est L'amour animal avec le docteur Dutilleul au lieu du docteur Doolittle OK. qui parle aux animaux. Donc, fait que c'est pas propre à Harlequin. Puis Non, c'est Hilaire Coquin, ben, ça dit ce que ça dit aussi. Tu sais, C'est une blague. ouais, puis en même puis il y a temps- des passages croustillants dans ces livres-là Ouais. aussi. Mais moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu t'es fait. Avec cette série-là, c'est comme un carré de sable quand même assez vaste parce Oui. que tu peux aller jouer où est-ce que tu veux. Tu Ouais. l'as déjà fait avec les 4 premiers. Il y a Frankenstein, justement, Ouais. Dracula, Tarzan, Hulk. Mais tu peux aller n'importe où. Oui. C'est ça, justement. Tu sais, là, je vois qu'il y a deux méchants monstres d'Universal, ou plutôt des monstres de la littérature connus comme justement Frankenstein puis Dracula. Est-ce qu'éventuellement tu penses aller vers d'autres comme justement la créature du lagon noir ou le Wolfman? Ben, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de tordre les clichés à l'excès de tous ces univers-là. Ouais. Puis, des personnages célèbres comme ça, il n'y en a pas une tonne. Là, tu sais, des personnages
aussi risible déjà, parce que tous les codes du vampirisme, les codes de la chirurgie à la Frankenstein, tu sais, je veux dire, c'est tordu. Tu sais, Tarzan qui était élevé par des animaux dans la jungle, tu sais, c'est tellement absurde, tu sais, que c'est déjà risible. Puis Hulk, pareil, tu sais. Donc, quand j'aurais considéré que j'ai fait le tour de ces personnages-là risibles, à ce moment-là, je pourrais juste faire des histoires amouristiques qui se déroulent dans des milieux riches en clichés. Okay. Le monde du journalisme, le monde du cinéma, le monde de la police, le monde de l'industrie de la porno, le monde de la justice. Fait que tu peux aller partout. Oui, le monde de la quincaillerie. Tu sais, sérieux, c'est tous des univers. Tu dis, je plonge, puis en même temps, ça t'oblige à faire une recherche de ce monde-là. Ouais. Puis, étant donné que je m'enfarge pas dans le réalisme, Dracula, tu sais, mais quand tu t'arranges juste pour que ce soit plausible puis cohérent avec ton histoire, là, mais tu sais, aller à fond la caisse dans le monde du cinéma ou dans le monde du journalisme, ça peut être jouissif aussi. Là, tu sais, dans le monde de la médecine, ça se déroule dans un hôpital, mettons, tu peux avoir du fun en maudit. Il peut y avoir de la niaiserie au pouce carré pas mal. Là, effectivement. mais moi, ce qui est important dans l'absolu, c'est que ce soit littéraire. Okay. C'est que ce soit bien écrit, puis que ce soit écrit avec un niveau de langage qui soit littéraire. Dans le sens où c'est pas une série de niaiseries alignées une derrière l'autre. Je veux que ça soit une belle construction littéraire comme style. Tu sais. Il s'est rempli d'idées, je trouve, originales, que quand on les lit, on fait « Ah! » Dans Les Dents de l'amour, il y a plusieurs choses qui m'ont fait vraiment rire, comme par exemple quand que les vampires se rassemblent puis ils vont attaquer une maison de personnes âgées. Puis que après de les avoir mordus, ils sont tous un peu stone parce qu'ils ont ingéré leur médication. Ça, je trouvais comme ben ça, c'est une idée qui est vraiment drôle. Mais tu sais, en fait, c'est que le monde du vampirisme, tu sais, Google, ça peut être ton ennemi. Hein. Je fais jamais de vérification pour voir ça. C'est-tu déjà fait? Parce que c'est une année. Mais je me disais, tu sais, comment ça se fait que tu vois jamais un chien qui a été vampirisé, un oiseau qui a été vampirisé? Moi, j'ai dit, je vais aller au bout du vampirisme, tu sais. Puis ça aussi, ça me fait beaucoup rire parce que tu sais, tous les principes aussi de l'eau bénite, tu bénis un nuage, puis là, si ça se met à tomber, tu comprends? C'était mon prochain, celui-là. C'est que, tu sais, tu peux aller loin. C'est effrayant à quel point c'est bête comme code, puis que c'est riche en niaiserie, en potentiel risible. Ouais, ça m'a fait rire justement parce que comme, tu sais, on va voir, ça aurait été beaucoup plus simple de tuer Dracula dans le roman si Van Helsing aurait été chercher des prêtres et aurait béni le ciel pour faire pleuvoir l'équivalent de l'acide. C'est ça. Ben oui. Tu sais, quand j'étais petit cul, je me rappelle, il y avait un truc qui s'appelait Ultraman, un truc japonais, là. Puis Ultraman, là, dès qu'il commençait à se sentir un peu dans la marde, ben là, il croisait ses mains, puis tout, il envoyait des faisceaux laser, puis il réussissait à se sortir de la marde comme ça. Mais il attendait toujours à la dernière minute, il attendait toujours d'être à moitié mort pour le faire, tu sais. Fait que ton pouvoir, utilise-le dès le début, ton histoire va durer 13 secondes, puis ça va être tout, là, tu sais. Il y avait aussi, dans celui-là, il y avait beaucoup de notes qui étaient encore drôles. C'était surtout comme les idées, moi, qui m'ont fait rire. Il y a vraiment des idées que je trouve vraiment originales, que j'ai fait ça. Moi, j'ai pas vu ça ailleurs, tu sais, comme justement. Ouais. C'est ça qui est le plus difficile quand tu fais de la création, c'est de être original puis de ressembler à rien. Puis moi, si je suis pas capable de trouver une façon de faire ça, j'aime autant écrire d'autres choses. Mais je trouve ça important de m'assurer que ça ressemble-tu trop à ci, ça ressemble-tu trop à ça. J'essaie d'être unique. C'est plus de travail, mais à la fin, je suis plus fier. Avec ta nouvelle maison d'édition, tu as réédité justement l'Inspecteur Spectre. Oui. Puis,
il y avait quand même, j'imagine, beaucoup de demandes. C'était encore disponible en Non, librairie? c'était épuisé. Puis OK. moi, je me le faisais demander souvent dans les salons du livre. Et donc, là, je me suis dit, bon, ben, tu sais, j'avais récupéré les droits. Et on avait approché, parce que ma blonde, c'est ma chargée de projet aussi. OK. Elle a travaillé pour des ONG à l'international. Elle est habituée de gérer des affaires de fou, là. OK. On avait approché une maison qui s'appelait Carte Blanche. OK. C'était une maison qui permettait l'auto-édition. Et donc, tu leur amenais ton matériel, puis eux autres, ils te fournissaient un graphiste, ils te fournissaient des correcteurs, des gens pour faire de la direction littéraire, tout ça. Puis quand on est arrivé avec le matériel, la dame qui était là était en pré-retraite. Elle a regardé tout ça, puis elle a dit, vous n'avez pas besoin de moi. Elle a dit, vous n'avez pas besoin de nous autres. Vous êtes déjà, tout est déjà professionnel. Vous avez juste besoin d'un distributeur. OK. Donc, ce qui devait être publié chez Carte Blanche, finalement, je l'ai publié chez nous, édition de l'Individu. Et j'ai rencontré Prologue avant pour savoir s'ils étaient prêts à me distribuer. Puis on dit pas de problème. Fait que là, je leur ai donné mon plan de match. Puis, tu sais, je disais, au début, je voulais publier deux titres par année de mes romans et Hilaire Coquin, mais sauf que quand tu publies 2 romans trop proche à proche, on dirait qu'il y en a un qui mange l'autre. OK. Les gens n'ont pas encore à savourer le fait que le dernier est sorti, que là, Il y en a un autre il déjà. y en a un autre déjà, puis là, ils se mêlent, ils savent pas trop. Ça, c'est le dernier. Ah, OK. Déjà, il y en a un autre, là. Puis, tu sais, on dirait qu'il y en a qui peuvent dire, ben là, t'en écris 2 par année, ça doit pas être bon. Tu comprends? Il y a toute cette, Ouais, non, je comprends, toute cette réflexion-là. Ce qui fait que je me suis dit, non, je vais en publier 1 par année. Je vais faire mon lancement à l'automne, puis je vais faire une promo à Saint-Valentin, vu que ça parle d'amour. OK. Non, donc là, tu vois, on a déjà une entente avec Bureau Pro à Victoriaville. Moi, j'ai étudié au cégep à Victo. Ma jeunesse a été là-bas. Fait qu'on a proposé ça. Fait que je vais faire une rencontre avec un peu de lecture, des signatures au Bureau Pro de Victo OK. pour la Saint-Valentin. Oh, ça, c'est le fun. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais. Puis, ben là, ma question, c'est où est-ce qu'on peut justement se procurer tes livres? Ben, idéalement, dans des librairies indépendantes. Tu peux aller sur mon site. Si vous allez sur mon site éditiondelindividu.com ou ghislaintachereau.com, vous pouvez lire les 3 premiers chapitres de tous mes romans. Puis, vous cliquez sur « Acheter ». Puis, ça vous amène à la librairie la plus proche de chez vous. Vous rentrez un code postal. Puis, alors, soit que ça vous amène à leslibraires.ca, en fait. Puis, là, ils vont vous dire quelle est la librairie indépendante la plus proche de chez vous. Et vous pouvez les commander carrément aussi sur leslibraires.ca. Puis, ils vont vous être livrés chez vous. En plus, ils sont, la plupart, pour ceux qui aiment les tablettes, là, ils sont disponibles en numérique. Oui, absolument, absolument, ouais, ouais. Puis sinon, mettons, si vous vous dites, ah, j'aimerais ça avoir une copie dédicacée, ben c'est soit dans le salon du livre ou vous m'écrivez en privé sur le site, vous me contactez. Puis à ce moment-là, on peut s'organiser, vous me faites un virement, puis moi, j'en ai chez moi des exemplaires, donc je vous le dédicace, puis je vous le poste. Justement, sur Audible, il y a Hostie de Tabarnak. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. C'est lui. Non, c'est ça. J'avais été approché pour le faire. Puis, tu sais, moi, chez nous, je suis équipé, j'ai un micro dans mon garde-robe. Ça sonne assez bien, merci. Bien, ouais. Des fois, je me dis, je devrais peut-être les enregistrer carrément chez nous. Moi, je pense que oui. Parce que, bien sincèrement, tu sais, comme je connaissais l'histoire, puis j'ai vraiment apprécié là, Mais je sais pas si je pourrais les vendre moi-même, par contre. C'est une bonne question. Sur Google Play, c'est Fait que sûr. Google Play, tu mets ton stock là, puis... Moi, j'ai mis mes livres là. OK. Ils ont le même principe avec les livres audio. Fait que je suis pas Toi, mal t'es sûr. enregistré, tes livres? Oui, j'ai fait faire mon code ISBN. T'as enregistré la version audio? Ah non. Ah, non, OK, non, non, OK. non. Il y a des versions audio de 2 de mes livres, mais c'est pas moi qui les ai fait. Ah, OK, J'étais OK, même pas OK. au courant quand ils sont sortis. OK, OK. J'étais arrivé sur Audible, j'ai fait « Hey, moi! » J'ai écouté, c'est perturbant Ah, ouais. d'écouter D'entendre quelqu'un te lire. Ouais. quelqu'un me lire. Puis plus tard, j'ai reçu mon éditeur m'a envoyé une petite pochette avec 2 CD dedans, avec le livre, le premier livre audio enregistré, mais j'étais
j'étais pas tant au courant avant que je le voie. Mais c'est quand même intéressant. Ah oui, Sinon, oui. je conseille aux gens d'aller s'abonner à Audible. Il y a tout le temps un mois gratuit, ça vient avec un jeton, puis ils peuvent acheter ton livre Ah puis oui. l'écouter. Ben oui, bonne idée. Très Moi, je- bonne idée. Moi, je pense que c'est ça que le monde devrait faire. Ouais. Ou le lire, carrément. Ou le lire aussi. Ouais. aussi. Ben, de toute façon, comme je disais tantôt sur mon site, vous pouvez lire les 3 premiers chapitres. Fait que ça vous donne une idée du style. Si vous n'aimez pas ça, vous allez le savoir bien assez vite. Ouais. Sinon, j'ai remarqué, justement, il y a eu le festival le festival de Lovecraft qui est à Providence de cet été. Ouais. J'ai cru remarquer que tu figurais parmi les acteurs d'un film, Ouais, Les ouais. Tubercules. Oui, c'était un petit court-métrage. J'ai participé à ça. C'est un de mes chums qui a fait la direction photo. Puis la fille, qui est la réalisatrice, elle cherchait quelqu'un. Puis là, il a parlé de moi. Puis elle a regardé ce que j'avais fait. Puis elle a dit ah oui, fait que je suis allé tourner ça. Puis là, ben, c'est ça, ça fait le tour des festivals. Ouais. Elle est la réalisatrice. Elle connaît bien la poutine parce qu'elle est jurée sur des jurys qui reçoivent des films de genre et qui jugent des films de genre. Donc, elle a vu passer pas mal de stock, puis elle s'est dit « Ah, j'aimerais ça en réaliser, moi, des films de genre. » Puis là, elle a fait ce film-là, et elle en a fait un autre qui s'appelle « Petite poule rousse », qui est sorti même pas un an après le premier, après les tubercules. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais probablement recevoir un appel de Steven Spielberg. Là, il n'est pas disponible, je pense, en ligne. Je pense vidéo-là. pas, Il est non, je plus pense pas. Il est en festival Ouais. un jour. Je sais que j'ai cru comprendre que ce festival-là, ils font une compilation de tous les films, ils mettent ça sur un Blu-ray éventuellement. Ah, OK. Mais là, ils sont en 2021 au niveau Ouais. des Blu-ray. Fait qu'il va falloir attendre 2026. C'est ça. Voir. Ben oui. Sinon, ah oui, ben, moi, je conclurais avec quelque chose que tu as dit sur ton Instagram. C'était pour justement le 12 août, là, la journée Achète un livre québécois. Ouais. À mon avis, on devrait acheter des livres québécois à longueur d'année. Ouais. Non, effectivement. Mais- Puis moi, je disais, ça devrait être tout le mois d'août parce qu'on Ouais. on a le mois de la littérature africaine, on a le mois de la littérature autochtone. Pourquoi on Ouais. n'aurait pas le mois de la littérature québécoise? Tu sais? Puis aussi, la façon que tu l'as dit, c'est... tu disais... c'était ce mois-ci, je nous lis. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment plus comme... c'est d'avoir Nous, je nous lis, nous. Oui, voilà. C'était bien dit, je trouve. Bon, ben merci. Ben, merci encore. Merci de d'avoir l'invitation, participé. Mathieu. La météo dans un instant.